Avant de vous présenter cet épisode, nous tenons à vous avertir que nous y évoquerons le sujet des violences sexuelles. Si vous subissez ou avez subi des violences sexuelles, vous pouvez joindre la ligne dédiée au 3919 ou la police au 17. Près de 40% des violences sexuelles sont commises sur des mineurs, principalement des filles, dans 8 cas sur 10. Les violences sexuelles sont dans l'immense majorité des cas le fait d'une personne masculine, parfois mineure, de l'entourage de la victime. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Clémentine, une jeune femme qui a subi des violences sexuelles dans son enfance. Son agresseur était également un enfant, et comme elle était très jeune, elle n'avait pas conscience du caractère violent des comportements de ce garçon, dont elle était proche. C'est en parlant avec ses camarades de classe qu'elle s'en est rendue compte. Si vous ressentez un malaise important et que vous ne savez pas comment en sortir, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé, ou à appeler le 3114 si vous pensez à vous faire du mal. En cas d'urgence, composez le 15. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Clémentine. Bonjour. Merci de t'être proposée pour participer à cet épisode. Tu nous as contacté il y a quelques mois parce que tu voulais témoigner. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi justement tu voulais nous parler aujourd'hui ? Je vous avais contacté parce que j'ai vécu des violences sexuelles, j'ai vécu des abus sexuels dans mon enfance et que ça me semble important d'en parler, qu'il y a peu de victimes, de personnes concernées qui en parlent, souvent par honte, par pudeur, ce que je comprends, mais du coup j'ai envie d'apporter un peu ma pierre à l'édifice en parlant de mon vécu à moi et de peut-être donner des tips aux gens qui peuvent être concernés ou qui peuvent connaître des personnes concernées et montrer que ça peut aller mieux, qu'on peut même aller bien, et voilà. Justement, aujourd'hui, tu vas comment ? Là, maintenant, je suis un peu stressée. Mais sinon, dans ma vie, ça va super bien. Ça va vraiment bien. Après, bon, ça va bien par rapport à quoi ? C'est que, de manière générale, dans ma vie, j'ai eu du mal à rentrer en contact avec les gens. J'ai fait de l'anxiété sociale. Du CE2 au milieu de la fac, j'avais beaucoup de difficultés à me faire des amis. C'était compliqué. Et du coup, maintenant, par exemple, c'est des difficultés que j'ai plus du tout, où je me sens bien. Je sais pas si on s'égare un peu du sujet là, mais j'ai des amis, je réussis à faire les études que j'ai envie de faire, je me fixe des objectifs et j'arrive plus ou moins à les atteindre, mais du coup j'ai l'impression d'avoir une vie normale et pas par les difficultés que j'ai vécues avant. Je sais pas ça si c'est une difficulté que les personnes victimes de violences peuvent avoir, mais avoir cette impression que ce qui nous est arrivé a encore un impact dans notre vie. Ça, moi, c'est un truc que je supportais pas. Me dire que à 19 ans, ce qui avait pu m'arriver quand j'étais plus petite avait encore des conséquences réelles dans ma vie de manière générale, c'était insupportable. J'avais envie il y a un truc de reprendre le pouvoir sur sa vie, de la reprendre en main et réussir à avoir une vie la vie qu'on aurait aimé avoir si c'était pas arrivé, en fait. Mais c'est pas possible. Tu nous parles de violences sexuelles qui te sont arrivées pendant l'enfance. Est-ce que tu acceptes de nous en dire un peu plus à ce sujet ? Ouais. Quand j'ai été petite, j'ai été élevée avec un garçon qui faisait pas partie de ma famille, mais dont ma famille était très très proche. Nos deux familles étaient super proches, donc j'ai été élevée avec lui, quoi. On passait nos vacances ensemble, on passait des week-ends ensemble. Quand nos parents étaient pas dispo, on était gardés chez l'un, chez l'autre. Et j'ai vraiment grandi avec ce gamin-là. Il m'a connue vraiment de ma naissance jusqu'à ma 3e. Donc j'ai vécu longtemps avec ce gamin-là, quoi. Et en fait,
quand j'étais petite, du coup, bon, il me connaît depuis ma naissance. Il y a un peu, au début, la découverte du corps. Tu te rends bien compte, t'es un garçon, je suis une fille, nos corps sont différents. En quoi ils sont différents? Il y a un truc de curiosité qui est pas du tout malsaine, où juste on voit nos corps, on prenait nos bains ensemble, il y avait une intimité, quoi, quand même. Et en fait, ça a commencé à dériver vers des jeux sexuels, et où moi, j'avais vraiment pas conscience de ce qui se passait, quoi. Mais même où t'as envie de dire quand t'as 6 ans, le cul, qu'est-ce que c'est? En vrai, on sait pas du tout. Et du coup, moi, en fait, vraiment, je comprenais pas ce qui se passait, quoi. Et il y avait des gestes qu'il a pu avoir où en fait, c'est que il se masturbait sur moi. Ça s'est passé chez mes parents, ça s'est passé chez ses parents à lui. Ça s'est fait plusieurs fois. Le moment où ça s'est arrêté, en fait, c'est que j'ai eu peur. Donc, il y a eu ces jeux qui se sont faits de manière très régulière. Et ça s'est arrêté parce qu'à un moment, j'ai eu peur qu'il me viole. J'ai eu peur qu'il réussisse à me pénétrer. Et à partir de là, j'ai arrêté de dormir chez lui. Et du coup, ça s'est plus ou moins terminé. Je pense que au début, vu qu'on ne sait pas ce qui se passe, on croit que c'est normal. Enfin, c'était quelqu'un que j'aimais, avec qui je vivais, que je voyais comme un membre de ma famille. Je comprends pas ce qui se passe, mais il y a un truc où j'avais complètement confiance, quoi. Du coup, on se dit, c'est normal. C'est ça qui doit se passer à notre âge, c'est normal, quoi. Et quand j'ai commencé à grandir, du coup, je pense que ça s'est arrêté vers mes 10-12 ans. J'ai commencé à grandir et du coup, j'en parlais, on va dire, hyper librement avec mes copines, quoi. Et en même temps, même s'il y avait ce truc de désagréable, c'était pas des souvenirs agréables, on se dit vraiment, c'est ça qui doit se passer, quoi. J'ai des copines qui m'ont fait comprendre qu'en fait, non, c'était pas normal. En tout cas, pas où elle pouvait mettre des mots en disant non, c'est pas normal, c'est des violences, c'est des abus sexuels, c'est pas normal. C'est le truc de ah ben non, moi j'ai pas vécu ça. Et là, dans ma tête de gamine de 10-12 ans, je me suis dit les sensations que ça me faisait, j'étais pas bien. Je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, non, peut-être que c'était pas si normal que ça, quoi. Et là, je pense vraiment, il y a un switch vraiment dans le cerveau qui se fait, où vraiment, il y a un truc, en tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Il y a une mini prise de conscience, il y a la porte qui s'ouvre, et après, il n'y a plus rien, le trou noir. C'est vraiment que du coup, après, je me suis vraiment souvenue de rien. Donc après, c'est ma psychologue plus tard qui m'a dit que c'était une amnésie traumatique. Mais vraiment, où je me souvenais de rien, ça veut dire que même je pouvais voir des films sur les violences sexuelles, sur les viols, des témoignages, et vraiment me dire vraiment très sincèrement, mais ce que cette personne-là a vécu, mais c'est horrible, j'aurais jamais aimé que ça m'arrive, et je sais pas comment j'aurais réagi si j'avais vécu ça, quoi. Et on en est au point où on oublie tellement qu'on voit des personnes victimes de violences sexuelles et se dire mais putain, mais ça a l'air affreux, quoi. Enfin, c'est à quel point on se rend compte à quel point effectivement l'amnésie peut être forte, et on se souvient absolument pas. J'étais hyper mal, j'étais une gamine qui arrivait pas à relationner avec les autres. J'ai fait de l'anxiété sociale. J'ai vécu beaucoup de harcèlement scolaire, et ça s'est arrêté au lycée quand j'étais en première. Et je me suis souvenue de rien jusqu'à ce que je commence ma vie sexuelle. À 19 ans, j'ai couché avec un garçon. Ça s'est pas particulièrement bien passé, ça s'est pas mal passé, mais je pense que ça m'a fait repenser à ce qui s'était passé quand j'étais plus jeune. Et là, il y a un truc qui commence, quoi. Et vraiment, ou pour moi, ça paraît con, mais vraiment, c'est la descente aux enfers, quoi. Parce que là, le cerveau, il commence à fonctionner. Et du coup, c'est les questions qui commencent. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, t'y penses, t'as des souvenirs
qui reviennent et tu dis vraiment, à un moment, j'ai vraiment cru que j'étais folle, quoi. Parce que tu te dis, mais je suis en train d'inventer des trucs. Et pourquoi ? Tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi. Il y a un truc de tu perds le fil de ta vie et c'est dans ta tête constamment. T'as des questions, des souvenirs qui remontent, il y a des sensations qui reviennent. Donc forcément, ça te met en angoisse, quoi. Et tu comprends pas ce qui se passe. Et ça, ça dure des mois, quoi. Et c'est tout le temps. Et les seuls moments où ça arrive pas, c'est quand tu dors. Du coup, j'ai commencé à dormir. Je dormais 12-14 heures par jour. Mais en fait, t'as aussi des pensées suicidaires qui arrivent parce que c'est... Mais tu crois... Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression que je devenais folle, quoi. Il y en a plein, par exemple, qui disent que les souvenirs remontent quand tu te sens prêt ou prête à faire face. Moi, j'ai pas l'impression, quand c'est revenu, que j'étais capable de faire face, quoi. Enfin, j'avais envie de mourir. Je sais pas... même si j'avais pu rester en amnésie toute ma vie, je crois que je l'aurais fait, vraiment. Mais en fait, le souci, c'est que tu vas mal et que tu sais pas pourquoi, et que tant qu'en fait les souvenirs ils remontent pas, tu sais pas pourquoi tu vas pas bien, quoi. Tu parles de questions que tu commençais à te poser à ce moment-là. C'était quel genre de questions ? Bah déjà, il y a les souvenirs qui remontent. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que je pense à ça ? Et est-ce que j'invente pas ? Parce qu'en fait, peut-être que tu préférerais que ça soit dans ta tête et que ça soit jamais arrivé. Donc en fait, t'as très envie que ça soit faux, mais en fait, ça ne l'est pas, quoi. Comment est-ce que ça a pu arriver ? Est-ce que je me souviens de tout ? Il y a aussi la question de la responsabilité. Forcément, tu culpabilises, tu te dis, mais j'ai pas su me protéger, j'ai pas su comprendre. À un moment, vraiment, avec ma psy, on en parlait beaucoup. Je m'en voulais énormément de pas avoir compris ce qui se passait. Alors que t'as envie de dire, t'as 8 ans, c'est normal de pas comprendre. C'est normal de pas savoir ce qu'est la sexualité. Et je m'en suis beaucoup voulu de pas avoir compris et de pas avoir su me protéger, quoi. C'est surtout beaucoup de culpabilité et où tu te sens sale. En fait, même, du coup, c'est des questions, mais c'est les souvenirs et c'est aussi les sensations, quoi. Quand j'ai commencé à me souvenir, il y a eu un moment où j'avais l'impression de pourrir. Je me disais, les gens ne le voient pas, mais en fait, on m'a pourri de l'intérieur et je vais mourir. Et du coup, c'était vraiment des sensations où tu dis, je vais mourir, je suis en train de mourir, on peut pas m'aider, et je peux pas m'aider non plus. Mais vraiment, ce truc, c'était affreux. Et du coup, c'est compliqué d'expliquer. Et c'est compliqué d'expliquer cette sensation dans son corps. De se dire, mais je suis en train de pourrir, quoi. Même à la limite, un peu, il y a les actes en eux-mêmes qui sont durs, mais tout ce qu'on se prend dans la gueule après. Et je me souviens quand en fait, j'ai commencé un peu à me souvenir avec la psy que j'avais vue. J'allais pas bien, j'avais commencé à avoir des psychologues. J'avais changé plusieurs fois, j'étais tombée sur cette psy-là, on avait commencé du travail, ça se passait bien. Et c'est elle qui a ressorti un peu le truc, quoi. Et j'avais commencé ma vie sexuelle aussi à ce moment-là, donc il y avait tout qui ressortait bien. Maintenant, j'ai commencé à me souvenir avec cette psy-là, et du coup, tu dis, bon, maintenant, je comprends pourquoi je vais pas bien. Je vais régler, j'avais vraiment ce truc je vais régler ce truc, et ma vie va redevenir comme avant. Comme elle aurait dû être un peu... ma vie va redevenir comme avant, quoi. Et il y a la prise de conscience qu'en fait, maintenant que tu te souviens, en fait, tu vas pas pouvoir revenir sur ton passé, ce qui s'est passé est fait. En fait, maintenant, il va falloir que tu vives avec ça toute ta vie.
Et ça a été une deuxième violence. Ça a vraiment été un truc que je me suis pris en pleine tête. Même, je pense, pour ma famille, ça a été hyper violent parce que j'ai des souvenirs de trajets en voiture avec ma mère où je criais dans la voiture et je lui disais mais je vais devoir mourir comme ça. Moi, à partir de maintenant, je vais mourir comme ça. Je vais devoir mourir avec l'idée qu'on a abusé de mon corps d'enfant. Quand je me suis souvenue, j'étais déjà plus grande, mais j'allais devoir vivre avec ça dans ma chair parce que je le vivais encore très fort. Je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. En tout cas, j'avais cette peur-là. Je m'étais dit, mais je vais mourir comme ça. Maman, je vais mourir comme ça. Et ça a été un truc hyper dur. Et ça m'a fait aussi beaucoup de bien de voir que maintenant, en fait, non. Prendre de la distance, mais comprendre que mon corps d'enfant, je le porte plus. Et non, je vais pas mourir comme ça. Que, en fait, maintenant, c'est fini. Et j'ai vécu des choses qui font que maintenant, je vais mieux. Mais je me souviens vraiment de ce truc, de cette peur, cette angoisse de me dire, mais je vais mourir comme ça. Et de voir maintenant que ce truc, je le sens plus. Et ça, il y a eu une libération par rapport à ça, par exemple. Tu parles de ton corps d'enfant. Et aujourd'hui, ton corps, tu entretiens quelle relation par rapport à lui ? Ouais, ça a été hyper compliqué. Même, par exemple, pour aller mieux, j'ai senti justement que je devais un peu faire mon deuil de ce corps d'enfant-là, quoi. Et de dire, c'est plus mon corps, maintenant je suis une adulte, ce qui s'est passé, c'est fini. Et mais ça, j'ai dû beaucoup me le répéter, que c'était fini, et j'ai plus mon corps d'enfant. Mais j'ai dû un peu laisser aller ce corps d'enfant. Enfin, l'image que j'en avais, c'était vraiment, maintenant je vais devoir lâcher un peu cette petite fille que j'ai été, quoi. Je la laisse et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Mon corps, je l'ai jamais beaucoup, on va dire, ça va paraître très bizarre, je l'ai jamais beaucoup senti. Ma mère me disait souvent que j'habitais pas mon corps. Je suis capable de me faire des croche-pieds à moi-même, de me taper dans les murs, de lâcher des choses que je tiens dans les mains. Comme si j'avais pas conscience de mon corps dans l'espace. Et il y a un truc qui m'a beaucoup aidé à reconnecter avec mon corps, déjà, c'est le sport, quoi. Quand j'ai commencé à me souvenir, du coup, à 19 ans, j'étais hyper en colère. Et j'ai commencé à faire du rugby. Et le rugby, ça m'a permis d'avoir une zone un peu très encadrée pour exprimer ma colère avec des gens qui étaient d'accord pour... on se met pas des pains dans la gueule, c'est très carré, mais avec des gens qui sont d'accord pour ressentir cette violence-là. Et c'était un exutoire et ça m'a trop fait du bien. À côté de ça, j'avais commencé à faire de la musculation et c'est vrai que pareil, ça, le fait de ressentir des courbatures, ça paraît peut-être bête, mais j'avais l'impression de sentir des muscles que j'avais jamais sentis avant et le fait d'avoir des courbatures, tu sens bien ton corps qui est délimité, quoi. Nous, en tant que filles, de la société, on a beaucoup de pression sur le fait d'avoir un corps qui est joli, qui est esthétique, qui plaît aux autres. Et le sport, ça m'a permis de voir mon corps comme un outil qui me serait utile à moi, qui n'était pas là forcément pour être jolie, je suis pas là pour être belle, je suis là pour me faire du bien, pour me connecter et pour faire des trucs que je trouve trop cool, quoi. Pour faire du jeu d'équipe, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, quoi. À partir de quel moment tu t'es rendu compte que tu avais besoin de l'aide d'une psychologue ou d'un professionnel de santé ? Alors moi déjà, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'avais une famille qui était hyper ouverte sur le sujet. Quand j'étais petite, j'étais déjà allée voir des psychologues quand ça allait pas super bien. J'ai toujours beaucoup parlé avec mes parents.
On est hyper proches et du coup, quand ça allait pas bien, je pouvais leur dire que ça allait pas, quoi. À 19 ans, ça va pas. J'ai ces pensées, ces souvenirs qui remontent, qui m'angoissent de ouf. Je comprends pas pourquoi est-ce que je comprends pas. J'ai l'impression de délirer parce que je me rends pas encore compte que c'est des souvenirs. Vers mes 13 ans, j'avais déjà fait de la mutilation. Mes parents l'ont jamais su. Mais à ce moment-là, j'avais peur de recommencer. Je sentais que je voulais me faire du mal, que les souvenirs que j'avais me faisaient super peur. Et j'avais l'impression que je commençais à devenir tarée, quoi. Et du coup, je leur ai dit. Bon, je vous ai jamais dit ce qui s'était passé quand j'étais plus jeune, mais je m'étais mutilée. Eux, ils voyaient bien que j'allais pas bien, et je leur disais je me sens pas bien, et j'ai peur de recommencer, quoi. Donc mes parents, j'étais dans la ville pour faire mes études, j'étais plus chez eux. Ils m'ont dit tu vas voir ton médecin traitant, tu leur dis exactement ce que tu nous as dit, et on voit ce qui se passe. Je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a tout de suite mis sous antidépresseur. Qui m'a dit que ça allait, effectivement, ça allait pas. Et il m'a donné des noms de psychologues et j'ai commencé à chercher des psys, quoi. Est-ce que ça a été plutôt facile ou plutôt difficile de trouver le ou la psychologue avec qui ça passait? Ah non, c'est super dur de trouver un bon psy. Mais c'est pas parce que les psychologues sont forcément mauvais, c'est que je pense qu'il y a une... déjà, il faut se sentir en confiance quand même. Et on se sent pas forcément en confiance avec tout le monde. Il y a des alchimies qui doivent se faire, même des façons de travailler. J'avais vu, par exemple, une psy qui parlait vraiment peu, voire pas du tout. Et moi, c'est pas ce qui m'allait. J'avais besoin que ça soit une conversation et que la personne me parle et me donne des conseils, me donne sa vision des choses et tout ça. Quand on sent qu'on va pas bien, on se dit bon, allez, je vais aller voir un psychologue. Ça prend beaucoup d'énergie du coup parce qu'on en rencontre un, on a quand même un peu d'espoir. On va commencer à aller mieux. Puis on sent que le contact avec ce psy-là, il passe pas. Je trouve que ça donne un peu un coup de, j'ai envie de dire un peu un coup de down où tu te dis putain, fais chier, ça passe pas et du coup faut recommencer les recherches, faut remettre de l'énergie, de l'espoir dans un autre contact avant de trouver, mais si on s'accroche, on trouve toujours. Et une fois que tu avais trouvé la bonne psychologue, la prise en charge consistait en quoi avec elle? Donc j'ai commencé mon traitement antidépresseur, j'ai trouvé cette psy-là, je l'ai vue toutes les semaines, même peut-être à un moment 2 fois par semaine. Et je l'ai vue pendant 5 ans. Ça a fini, bon, au bout d'un moment, ça se passe un peu tous les mois, tout ça. Du côté de mon traitement antidépresseur, du coup, c'était mon médecin traitant qui renouvelait mes ordonnances. Et après, pour le dosage, le fait de bouger le dosage, je voyais ça avec ma psy. Elle me demandait comment je me sentais, est-ce que je me sentais prête. Elle me disait que oui, elle pensait que je pouvais peut-être commencer un peu à diminuer. Et du coup, je voyais après avec mon médecin pour les ordonnances, quoi. Et au niveau de la thérapie, concrètement, vous travailliez comment? Je trouvais ça assez drôle parce que j'aime beaucoup parler, je m'éparpille beaucoup et j'ai envie que ça dure des heures. Mais c'était un travail, quoi. Elle me demandait de choisir un sujet sur lequel on allait travailler. Je la voyais pas pendant une semaine et j'allais avoir envie de parler de plein de choses. Mais malheureusement, en fait, pour qu'on soit efficace, on n'avait qu'1 heure. Fallait que je choisisse un sujet, le sujet le plus important, quoi. Elle m'a beaucoup aussi, forcément, fait parler des souvenirs, des traumas, comment je me sentais, ma relation avec les gens et ce que je vivais dans ma vie de manière générale. Mais ça, je le vivais un peu vraiment comme un abcès et il faut appuyer sur le pu, quoi. Enfin, il faut appuyer pour que le pu y sorte. Et du coup, c'est vraiment violent. Je sortais de chez ma psy, je pleurais, j'étais épuisée. Et c'est des moments où on se dit, putain, mais en fait... j'ai l'impression que le psy, ça devrait me faire du bien et je me sens vraiment pas bien en sortant, quoi. Mais en fait, c'était un peu obligé, quoi. T'as une plaie, y a du pu, faut que le pu y sorte, on appuie dessus et pour faire en sorte de guérir après, quoi. Après, par exemple, elle me faisait aussi un peu travailler sur
sur quand ça allait bien. Un peu, on n'est pas obligé de parler que quand ça va mal. Et quand ça va bien, et dire que ça va bien. Et pourquoi est-ce que ça va bien? Et qu'est-ce qui va bien? Et un peu réussir à mettre un peu des mécanismes comme ça en place de ressentir, et même par exemple de ressentir ce qui va bien, et même par exemple tout ce que je réussissais à mieux faire, par exemple mes relations sociales qui étaient un peu compliquées, quand ça allait un peu mieux, quand je réussissais à me faire des amis et que mes relations elles étaient à peu près saines, se dire putain mais c'est trop bien. Il y a 2 ans ça se passait pas comme ça. Et là t'y arrives et c'est super cool quoi. Et ressentir ce sentiment d'apaisement et de se dire effectivement je fais un peu des progrès. Il y a des côtés dans ma vie qui sont un peu compliqués, mais il y en a d'autres, ça s'améliore un peu quoi. Et c'est vrai que ma psy elle me faisait aussi pas mal travailler là-dessus. Tu nous as parlé aussi d'une prise médicamenteuse d'antidépresseurs. Toi, ta dépression, tu la vivais comment elle se manifestait à la fois sur le plan psychique, mais aussi sur le plan physique? Ça a beaucoup commencé donc avec le fait que je dormais énormément. Mes études, je les aimais trop. J'aimais trop ce que je faisais et j'y arrivais pas. Je sais pas, c'est assez compliqué à expliquer. C'est pas des points vraiment précis où on se dit ah bah ouais, ça c'était la dépression. Mais c'est vraiment l'impression d'être dans le brouillard constamment. Ça veut dire que vraiment je dormais, je me réveillais, je pleurais parce que j'étais triste, j'étais mal. J'allais en cours, j'essayais de faire mon mieux et ça fonctionnait pas. Je sais pas si c'est mon cerveau qui arrivait pas à enregistrer ce qu'on me demandait en cours, et du coup ça me rajoutait un sentiment où je me disais mais je suis nulle quoi. Mes études me plaisent, tous les autres ont l'air de plus ou moins y arriver, et toi t'y arrives pas. Mais qu'est-ce que t'as quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? On te demande pas des trucs hyper compliqués, on te demande d'apprendre des cours qui en plus t'intéressent quoi. Et ça rajoute un sentiment où tu te dis mais t'es une grosse merde quoi. Je pense que c'est aussi ça la dépression, c'est que finalement à la fin en fait t'es une merde pour tout. Pour les cours je me sentais nulle, j'avais du mal à me faire des amis, donc je me sentais nulle, et j'avais 19 ans. Tu prends ton indépendance, c'est la vie étudiante, t'as envie de faire la fête, et aussi t'as l'impression que vivre une bonne vie sociale, c'est qu'exclusivement en faisant beaucoup la fête et en ayant beaucoup d'amis. Et moi, je correspondais pas à ça, et j'y corresponds en fait toujours pas. Mais t'as l'impression que c'est comme ça que tu devrais vivre ta vie, et je me disais juste, mais je suis une grosse merde, quoi. La prise de médicaments, en vrai, pour moi, ça a été très violent, parce que j'avais 19 ans, je commençais ma vie de jeune adulte. J'avais été quand même assez triste toute mon adolescence. T'as 19 ans et tu commences ta vie, tu prends des antidépresseurs, quoi. Et j'avais vraiment ce stress de me dire, mais j'ai été triste mon adolescence. À 19 ans, je prends des antidépresseurs, ma vie, elle va ressembler à quoi? En fait, là, je me dirige vers une vie qui va ressembler à quoi? Ça vend sincèrement du rêve à personne. Il y a des gens avec qui j'ai pu parler un peu traitement antidépresseur qui ne veulent pas prendre de traitement antidépresseur. Ils vont pas bien, mais ils ne prendront pas de médicaments. Mais en fait, c'est que je crois qu'il y a très peu de monde qui prend des médicaments, des antidépresseurs vraiment par envie, en se disant putain mais chouette, j'ai besoin d'une béquille pour supporter ma vie en ce moment quoi. Personne n'a envie de ça quoi. Du coup ça a été assez violent, et je me sentais vraiment misérable quoi. Vraiment tu te dis là je me sentais au ras les pâquerettes. En même temps ça m'a beaucoup aidée par rapport à 2 choses, c'est que vraiment le traitement antidépresseur que j'ai eu, je pense qu'il a bien fonctionné, il m'a permis de me reposer. Tous les côtés négatifs un peu de ma vie, les mauvaises nouvelles, je sais pas, le tram est en retard, tu peux être stressé en te disant putain je vais être en retard en cours, ça va être le bordel. Mais tous ces trucs-là me glissaient un peu dessus, et tous les côtés positifs qui pouvaient m'arriver étaient amplifiés.
il y a vraiment un repos, quoi. Et du coup, c'était de l'énergie que je dépensais pas à être, du coup, à être triste, à être angoissée, à être stressée. C'était de l'énergie que je pouvais mettre dans ma thérapie ou juste vivre un peu plus sereinement, quoi. Quand les antidépresseurs ont commencé à marcher, je me sentais vraiment beaucoup plus sereine, quoi. Et en même temps, ce que m'a aussi permis la dépression, du coup, c'est que vu que quand j'ai commencé à prendre les antidépresseurs, je me sentais vraiment misérable, tu commences à t'accrocher à tout. Tous les petits trucs positifs de la vie, tu t'y accroches comme à une bouée de sauvetage, quoi. Mais du coup, ça m'a permis d'apprendre à profiter de tous ces petits plaisirs. Et c'est un truc qui est toujours là. Et ça, c'est super chouette, quoi. Donc tu nous dis que tu as dû essayer plusieurs psychologues avant de trouver la bonne. On sait que pour les médicaments, ça peut être pareil. Est-ce que aussi là, tu as trouvé le bon antidépresseur dès la première fois? Eh bien non, évidemment. J'ai commencé un premier antidépresseur. En fait, le problème, c'est que je continuais de beaucoup dormir. Et quand tu dors 12 heures, 14 heures par jour, en fait, c'est hyper handicapant pour avoir une vie normale, quoi. Avec l'antidépresseur, on pensait que ça allait s'améliorer. En fait, pas du tout. Donc, j'ai changé de traitement antidépresseur. Avec lui, je dormais 10 heures par jour, ce qui est encore un peu beaucoup, mais ce qui était à peu près vivable. Après, je pense comme beaucoup d'antidépresseurs, tu prends du poids. Ça, c'était chiant. Mais bon, voilà. Cette tristesse, cette dépression, quelle réaction tu as eue de la part de ton entourage face à cet état? J'ai envie de dire plutôt positif. J'ai eu de la chance parce que j'avais des parents hyper compréhensifs qui m'ont juste laissé le temps. Laissé le temps de comprendre pourquoi j'étais pas bien et ensuite d'aller mieux. Ils m'ont vraiment laissé le temps, quoi. Et toi, vis-à-vis de ton entourage, tu te comportais comment? Tout à l'heure, tu nous parlais de questions que tu te posais. Avant l'entretien, tu nous as parlé un peu d'idées de type un peu paranoïaque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Je pense forcément, de toute façon, des violences sexuelles, ça change ta relation à ton entourage. Moi, c'est vrai que c'est encore le cas aujourd'hui, mais je fais plus confiance. Et je suis anxieuse dès que je dois être seule avec quelqu'un que je connais pas, avec les hommes que je connais pas. C'est pas forcément hyper bien compris par mon entourage. Je vais habiter chez quelqu'un pour un stage. Du coup, je suis hébergée. Mais je suis hébergée chez quelqu'un que je connais pas. Je suis pas hyper à l'aise. Et forcément, tout de suite, moi, j'ai peur de me faire agresser à nouveau, quoi. D'être en situation de vulnérabilité et de nouveau de me faire agresser. Et c'est vrai que je peux des fois avoir des réactions un peu, mais enfin, comment ça? Mais pourquoi est-ce que tu penses à ça? Pourquoi est-ce que ça t'arriverait? Enfin, d'où est-ce que tu sors ça? Bah ouais, en fait, c'est que moi, j'ai peur. Et je continue d'avoir peur. Donc, j'ai pas confiance. Avec l'amnésie traumatique, il y a un truc où j'ai l'impression que tu te fais plus confiance. Moi, en tout cas, je me faisais plus du tout confiance. Comment est-ce que j'avais pu oublier un truc pareil? Comment est-ce que j'ai pu l'oublier pendant 10 ans? Il y a un truc où il y a une trahison. Et pareil, ça, se pardonner. Enfin, d'une certaine manière, j'ai dû me pardonner d'avoir oublié pour me protéger. Et en fait, c'est que quand j'ai commencé à me souvenir, je me disais, mais en fait, peut-être que j'ai été agressée par d'autres personnes et que je m'en souviens pas. Et du coup, ça peut être n'importe qui. Donc, tous les adultes avec qui j'avais pu relationner quand j'étais enfant, toutes ces relations-là étaient remises en question. Et donc, forcément, en fait, ça met de la distance avec les gens. Et du coup, même avec les gens de ta propre famille, quoi. C'est dur de te rendre compte que même, du coup, potentiellement, tu fais même pas confiance à des membres de ta famille, quoi. Des gens dont tu as été proche. Et bah ouais, même ces relations-là, en fait, tu les remets en doute. Et c'est dur de l'avouer. Mais en fait, c'est aussi ça les conséquences, quoi, des violences sexuelles et des abus sexuels. C'est aussi ça. Ça a des conséquences 20 ans après, quoi.
Ça a ce type de conséquences-là, c'est que tu fais plus confiance. Et même à des gens de ta propre famille, et bah, tu dis, bah ouais, mais pourquoi pas lui aussi? Tu parles de ta confiance envers ton entourage. Il y a aussi souvent quelque chose qui arrive après des abus sexuels, c'est le fait que les gens ne te croient pas forcément. Est-ce que tu t'es retrouvé dans ce cas de figure et si oui, comment est-ce qu'on vit ça? J'ai eu beaucoup de chance. Toutes les personnes à qui j'en ai parlé m'ont cru. Quand j'en ai parlé, j'ai été dans un état de vulnérabilité tel que vraiment, si quelqu'un avait remis en question ce que je disais, je pense que j'aurais fait une tentative de suicide. Je pense pareil, les gens se rendent pas compte à quel point c'est important. Pour moi, c'est même pas en fait de croire, c'est d'être capable d'accueillir ce que la personne est en train de te dire, quoi. Et souvent, forcément, quand on le dit, c'est que on fait confiance à l'autre. Se prendre du doute en pleine face, mais moi, rien que de l'imaginer, c'était tellement violent que je pense que ça m'aurait tué. Ne pas croire les gens, ça les tue. Pour de vrai. Et ça aussi, je pense que les gens, ils doivent en prendre conscience. Et justement, on a peur de pas être cru, mais on a peur d'être fou et de complètement inventer. Et du coup, c'est d'autant plus important que les gens nous croient. Parce qu'il y a une sorte de validation, mais c'est un peu dis-moi que ce que je dis a du sens et que je suis pas folle, quoi. J'ai besoin de toi et de ton discernement et que tu me dises que je raconte a pas l'air complètement fou. Moi, j'avais besoin des autres aussi en face qui me disent mais ce que t'es en train de dire, t'es pas en train d'affabuler, quoi. Ils sentaient pas dans mon discours qu'il y avait des trucs qui font qu'ils allaient potentiellement pas me croire. Les gens à qui j'ai pu en parler quand j'étais plus jeune, avant de faire mon amnésie traumatique, qui connaissaient ce mec-là, en fait, c'est que lui, il a eu des comportements déplacés et pas sains devant ces personnes-là. J'ai 14 ans, je fais mon anniversaire, j'invite du coup mes copains à dormir à la maison, dont cet enfant-là. Et c'était un anniversaire sur 2 jours, parce que autant faire la fête longtemps. Et en fait, il s'est fait masturber par une de mes amies, alors qu'on était dans un espace tous ensemble. C'est des trucs, c'est pas sain. À 15 ans, tu te fais pas masturber avec plein de gens autour à l'anniversaire d'une des filles. C'est trop bizarre. Objectivement, c'est chelou. Et en fait, ce qui m'a permis aussi de me rassurer moi et de me dire je suis pas folle, c'est tous les petits cailloux de potentiellement lui, ce qu'il avait pu faire de malsain en dehors de ce qu'il m'avait fait subir, de voir qu'il y avait plusieurs choses que des gens l'avaient vu aussi. Ça, c'était des vérités. Si ça, c'était vrai, pourquoi est-ce que ce qui serait passé, on va dire, seul à seul, pourquoi est-ce que ça serait faux, quoi. Et ça m'a rassurée. Ça me permettait de me dire que j'étais pas tarée et que j'inventais pas. Et donc, d'un certain côté, malheureusement, je peux dire que là-dessus aussi, j'ai eu de la chance, quoi. Tu as traversé des phases difficiles, comme tu nous l'as dit, avec une thérapie qui a été longue, des traitements antidépresseurs. Et au début de l'entretien, tu nous disais qu'aujourd'hui, tu vas super bien. Comment tu as fait justement pour franchir ce cap d'accepter que c'est possible d'aller bien? C'est vrai qu'au début, aller bien, tu l'imagines même pas. Enfin, vraiment. Quand j'ai commencé mon traitement antidépresseur, je m'étais dit, bon, on me donne ça pour que j'accepte ma vie comme elle est et pour que je me tue pas, quoi. Mais du coup, il y a un truc de, bon, c'est vraiment pour pas que je meure et pour que j'accepte ma vie comme elle est. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'imaginais pas à quel point c'était possible d'aller bien. J'imaginais pas, quoi. Et ça, c'est top et du coup, c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau tous les jours, quoi. De se dire que on est encore, de se dire qu'on est encore vivant, qu'on a réussi à passer ce truc-là. Je sais pas s'il y a eu une étape. Je pense que du coup, il y a le traitement antidépresseur, il y a la psy, ça commence à aller mieux. Je sais pas si on peut dire que ça va mieux, mais en tout cas, à accepter, à voir la situation, à se dire bon, il s'est passé ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais?
Et à un moment, je me suis dit, putain, avec tout ça, je crois que j'en ai suffisamment chié et en fait, je crois que j'en ai marre. J'en ai marre. Que maintenant, j'allais être heureuse et que j'allais tout faire pour être heureuse. Il y a une sorte de bilan qui se fait où tu te dis, en fait, j'ai pas été heureuse les 10 dernières années de ma vie. J'avais 20 ans et j'avais pas été heureuse depuis mes 6 ans. Ça faisait 15 ans que, en vrai, j'étais malheureuse. Je m'en rendais compte maintenant que je commençais à aller un peu mieux, que ça faisait un bon moment que j'allais pas bien. Et finalement, 15 ans, c'était suffisant, que j'en avais suffisamment chié. Et du coup, là, maintenant, j'allais penser à moi. J'allais me faire du bien et que ça serait ça l'objectif pour tout le reste de ma vie, quoi. Donc, j'ai redoublé la fac. Le fait de redoubler, ça m'a quand même permis d'avoir du temps pour moi. Et avec la psy, d'apprendre à prendre soin de moi. Donc, c'est apprendre à se faire à manger. C'est pareil, ça peut paraître bête, mais genre se faire à manger autre chose que des pâtes et des œufs au plat. Et du coup, il y a vraiment un truc de prendre soin de soi, de se faire du bien. Parce qu'en même temps, se faire du bien, on n'en a pas trop envie, on se dit qu'on mérite pas, parce qu'on est juste nul, on est une grosse merde et on n'a pas envie de prendre soin de soi. On fait l'effort. On apprend à se faire du bien. J'ai aussi appris à savoir ce qui me faisait du bien sans me juger, parce qu'il y a ça aussi. Normalement, dans la société, ce qui devrait nous faire du bien, c'est bouffer plein de légumes, faire beaucoup, beaucoup de sport, je sais pas, faire de la méditation, du yoga. Ouais, écoutez, si vous, votre kiff, c'est de manger et potentiellement manger des trucs gras, des trucs que vous ne devriez pas manger, et en fait, on n'en a rien à foutre, quoi. Il y a un moment, c'est ce truc, c'est de se dire, mais c'est moi qui décide. Et c'est moi qui passe d'abord. Et je décide de me faire du bien. Et on s'en fout de ce que c'est. On s'en fout si c'est faire de la pêche, si c'est faire du tricot, si c'est lire des bouquins pendant des heures, si c'est manger des trucs gras. C'est faire ça et c'est dire que c'est hyper important et c'est primordial. Par exemple, un des trucs qui me fait trop du bien, moi, c'est d'avoir un appartement bien rangé. Ma famille se foutait un peu de ma gueule, parce que du coup, j'ai des appartements qui ressemblent un peu au catalogue Ikea, quoi. Les gens peuvent trouver ça drôle, les gens, ils peuvent trouver ça bête, et ils ont complètement le droit. Et même moi, objectivement, je comprends pas trop en quoi avoir un appart hyper bien rangé me fait du bien. Le constat est que ça me fait du bien, et c'est le principal, et c'est le plus important. Et du coup, il y a pas de discussion à avoir. Et c'est comme ça. Et donc après, à la fin, c'est réussir à avoir sa petite liste de moi, pour aller bien, qu'est-ce qu'il me faut, sans porter de jugement là-dessus, quoi. Psychologiquement, comprendre que j'étais plus seule, ça a été un peu un tournant aussi dans ma tête, quoi. Parce que quand on vit des violences sexuelles, le plus souvent, on est seul avec notre agresseur. Les souvenirs sont là, donc on le revit beaucoup. Et donc, on se sent seul, quoi. Et comprendre que que je pouvais demander de l'aide, qu'il y avait des gens qui seraient capables de m'écouter, ça, c'est pareil, ça change tout, quoi. Par exemple, j'avais trouvé un groupe en ligne, un groupe Facebook féministe où, quand ça allait pas, les gens postaient un message. Et ils disaient j'ai vécu telle chose et là maintenant je me sens vraiment pas bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler avec moi? Et du coup ça peut être par message, ça peut être au téléphone. Et donc moi j'ai déjà posté des messages en disant que j'allais pas bien du tout et je pouvais du coup parler avec des personnes qui étaient concernées et qui pouvaient comprendre ce que je disais et qui pouvaient comprendre ce que je vivais dans ma chair, quoi. J'ai pu aussi aider des gens qui écrivaient des messages et qui disaient que ça allait pas, et moi être là aussi pour d'autres personnes. Et c'est ça qui est bien, c'est que sur l'instant on a été seul, mais après on peut ne plus l'être. Et en tout cas j'ai trouvé des gens qui ont été là, et même ma famille. C'est que j'ai déjà eu des conversations par exemple avec une de mes sœurs au téléphone
où je faisais une crise d'angoisse chez moi et je lui disais mais à quel point je me sentais seule, quoi, parce que les relations avec les gens, c'était compliqué et à quel point je me sentais mal et j'avais l'impression... Et j'étais mal, quoi. Et en même temps, j'étais au téléphone avec elle et je pense que je lui reprochais des choses un peu. Où je lui disais, mais j'ai été toute seule, vous m'avez laissée toute seule. Vous m'avez laissée toute seule à ce moment-là. Et au lieu d'être dans la culpabilité et tout, elle m'a un peu engueulée. Et elle m'a dit, mais putain, Clem, je comprends. T'as été seule à ce moment-là et je suis désolée. Mais en fait, c'est que maintenant, on est là. Maintenant, on est là. Et elle me l'a dit, maintenant, je serai là. Et là, je suis là. Là, maintenant. Et ça m'a fait prendre conscience que j'ai été seule à ce moment-là. Et maintenant, je l'étais plus. C'était fini. C'était fini. Et ça m'a beaucoup aidée aussi. Et est-ce que c'est aussi pour ça que tu as voulu témoigner aujourd'hui ? Ouais. Parce que s'il y a des enfants, des adultes qui ont vécu des abus sexuels dans leur enfance, des viols, des violences sexuelles, et leur dire que ça peut aller mieux, putain, ça prend du temps. C'est beaucoup trop long, de toute façon. Et moi, ça m'a pris des années. J'ai fait 5 ans de psychothérapie. Mais c'est possible. C'est possible d'aller mieux et je pense que c'est important d'apprendre à se connaître, apprendre ce qui nous fait du bien. C'est pas vivre une vie de ouf, c'est pas avoir une vie instagrammable. Et bon, moi, je m'en fous vraiment. Rien que le fait d'avoir une vie, on va dire à peu près normale, avec des problèmes normaux, juste avoir des amis, avoir des problèmes avec mes potes, avoir des problèmes de vie de couple, de vie amoureuse, et gérer ma vie avec mon boulot, c'est avoir une vie normale, quoi. Et ça, je pensais pas que c'était possible. Moi, en tout cas, quand j'étais sous antidépresseurs et que je commençais tout juste à me souvenir et que j'étais en train de me dire mais putain, mais ma vie, elle va ressembler à quoi ? Je pensais pas du tout qu'elle pourrait être aussi chouette et aussi simple et un peu aussi sereine. Par exemple, un truc qui était très dur et qui me prenait beaucoup de place, c'était vraiment cette conversation dans ma tête qui s'arrêtait jamais. C'était un disque rayé, c'était épuisant, ça s'arrêtait jamais. Et rien que le silence. Cet apaisement, t'as plus de voix constamment qui parlent, qui se questionnent, qui posent des questions, qui comprennent pas, qui cherchent à comprendre. Et c'est un disque et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et par exemple, j'ai plus ça. Et c'est plein de petits trucs comme ça. Et je savais pas. J'imaginais pas que je pourrais avoir une vie aussi apaisée, en fait. Si tu devais qualifier ton histoire, justement, ton enfance et ce qui s'est passé ensuite en un ou deux mots, en une image, une métaphore, ce serait quoi ? Ça, ce que j'ai vécu, c'est le truc le plus difficile que j'ai eu à vivre, à surmonter de ma vie. Et ça aussi, c'est que, en fait, avec le temps qui passe, ça répond pas du tout à ta question, je suis désolée. Au tout début, j'avais très honte de ce qui m'était arrivé. Je me sentais sale et je me sentais physiquement sale, ce truc de... Et ce sentiment-là, je l'ai plus. Et maintenant, en fait, c'est que limite, je me sens fière. Parce que je me sens pas fière de ce qui m'est arrivé. Mais je suis fière d'avoir réussi à surmonter ça. Et je sais pas si je pourrais te donner une image. Mais en tout cas, je sais que ça, c'est le truc le plus dur que j'ai eu à surmonter de ma vie. Et j'ai l'impression d'avoir réussi, quoi. Objectivement, je me dis, c'est fou, quoi. Moi, en tout cas, je me sens plus forte. La dépression, en tout cas, m'a permis d'apprendre à me connaître, d'apprendre à prendre soin de moi. Maintenant que je me souviens, je peux regarder mon histoire en face et j'ai pas choisi ce qui m'est arrivé, mais je réussis, j'ai l'impression de bien gérer la présence de cet événement dans ma vie, quoi.
Et est-ce que ces événements ont encore un impact sur ta vie aujourd'hui ? J'ai envie de dire, faut pas se mentir, c'est toujours un peu présent dans ma vie. Le fait d'avoir peur d'être de nouveau agressée, ça c'est un truc que j'ai encore qui s'est pas calmé. J'ai hyper peur d'avoir des enfants et qu'eux ils puissent se faire agresser aussi. Ça m'arrive encore d'avoir des sensations physiques. Même par exemple les souvenirs intrusifs, ça arrive encore. Et en fait ma psy, elle m'avait dit, plus tu te bats contre la venue du souvenir ou de la sensation, plus elle va rester un peu. Et j'ai l'impression que c'est peut-être vrai. Je travaille vraiment dès que j'ai une sensation qui revient ou un souvenir qui revient, d'accepter la sensation, le fait qu'elle vienne, et se rassurer et se dire que c'est une sensation, c'est pas la réalité, c'est un souvenir, ça va passer. Il faut juste accepter qu'elle arrive et elle va repartir. Parce que forcément, quand ça arrive, ça angoisse, on se sent pas bien. Mais du coup, vraiment se rassurer en se disant que elle va repartir. C'est s'habituer à ces moments-là. Et du coup, bon, ces moments-là, ils sont toujours présents, mais ils viennent. Bon, bah, ils viennent. Et ben, on attend que ça passe. Et c'est pas grave. Et ça va passer. Est-ce que tu as un message à faire passer aujourd'hui ? Un message, je sais pas, un conseil peut-être qui vaut pour tout le monde, c'est prenez soin de vous. Faut apprendre à être bienveillant envers soi-même. Avoir réussi à me pardonner, à moi, ça m'a beaucoup aidé. Me pardonner de pas avoir compris, de pas avoir su réagir. Souvent, on parle du fait que il faut réussir à pardonner à son agresseur, et je pense que je suis pas de cet avis-là. Je pense pas que ça soit obligatoire de pardonner à son agresseur pour aller mieux. Par contre, pour vivre en étant bien avec soi-même, je pense qu'il faut réussir à se pardonner, à être bienveillant envers soi et être bienveillant envers l'enfant qu'on a été, quoi. Alors, il me reste à te remercier, Clémentine. Merci beaucoup d'avoir livré ton témoignage aujourd'hui. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Merci à toi. C'est un message très important que tu portes aussi aujourd'hui, de dire qu'on peut avoir traversé des événements difficiles et que surtout c'est possible d'aller mieux. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site placedesciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés, et à très bientôt.